Bon, voilà, je reviens dans cette vidéo pour vous parler un peu du docteur Randolph parce que il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé qui est le docteur Randolph. Vous ne le connaissez pas, je ne vous en blâme pas parce que ça fait quelques années, des années déjà que ce monsieur n'est plus politiquement actif. C'est une personne âgée, de santé fragile, qui est retraité, il n'est plus actif et c'est normal. C'est un monsieur. Je vais commenter par vous raconter son histoire car je le connais personnellement. Ce n'est pas juste une connaissance vague, c'est une connaissance intime. Parce que mon papa et lui ont été arrêtés et torturés à plusieurs reprises par Gnassingbé Eyadema, le papa du fauve qui est en train de le torturer lui aujourd'hui. Donc voilà, Randolph est un vétérinaire de formation. Il est métis d'un côté français et d'un côté togolais. Il a choisi, malgré qu'il a fait ses études en Europe, il a choisi de venir travailler au Togo. Et c'est comme ça qu'il était fonctionnaire. Il travaillait pour le ministère du Développement Rural et il a été affecté au nord du Togo, à Dapaon, dans les années 80, quand beaucoup de gens déjà à cette époque ne voulaient pas travailler dans les coins reculés du nord du Togo, surtout quand ce sont des gens qui sont nés sur la côte, qui ont grandi sur la côte et qui ont travaillé à l'Europe. Il y avait ce complexe, c'est pas tout le monde qui acceptait de se sacrifier pour aller servir les autochtones, les paysans dans les coins les plus reculés du nord du Togo. Mais Dr Randolph, il a fait par amour pour le Togo. À l'époque, c'était le parti unique. Et Eyadema avait un parti, le RPT, et ce RPT-là était un parti qui était imposé à tous les citoyens togolais. Tous les fonctionnaires étaient tenus de cotiser pour le parti d'Eyadema. C'était forcé, hein. Obligatoirement, à la fin du mois, on leur prélevait d'emblée les cotisations pour le parti. Ça, c'est une démocratie, ça. Hein. Alors, le parti d'Eyadema, dans le parti d'Eyadema, il fallait que les fonctionnaires, chaque semaine, participent aux réunions du parti unique. Randolph ne participait pas. Alors le préfet de Dapaon le convoque et se plaint du fait qu'il ne participe pas aux réunions qui étaient obligatoires pour tous les fonctionnaires. Dr Randolph se met alors à participer aux réunions. Seulement physiquement, il était présent, mais il ne disait rien. Il était silencieux. Alors Eyadema, le préfet, se fâche, comme quoi son silence est un silence arrogant. Voilà les termes que le préfet a utilisés. Parce qu'au Togo, tu parles, tu as des ennuis. Tu ne parles pas aussi, tu as des ennuis. Parce que nous sommes des propriétés d'Eyadema et de ces sauvages qu'ils appellent militaires. C'est forcé de parler pour soutenir Eyadema et c'est interdit de parler contre Eyadema. Alors, le préfet va se plaindre chez le ministre de tutelle de Dr Randolph, qui est le ministre du Développement Rural. Et le ministre convoque le docteur Randolph. Ce ministre s'appelait, comment l'appelle-t-on, Salon Corto. Il s'appelait Corto. Un simple moniteur dans un collège qui a été transformé en ministre du jour au lendemain parce qu'il savait faire les courbettes à Eyadema comme il le faut. Eyadema lui-même, il n'a même pas fait le CE1. C'est un illettré, un analphabète total qui lavait les assiettes dans l'époque coloniale. Donc c'est normal que ces ministres soient enfin des vauriens comme lui. Alors le ministre convoque Randolph dans son bureau et le docteur Randolph patientait dans la salle d'attente du ministre. Le ministre qui arrive dans la salle d'attente, qui regarde le docteur Randolph et il constate que celui-ci avait les jambes croisées. Un ministre qui vient, qui arrache la jambe de la personne, comme quoi c'est impoli d'avoir les jambes croisées dans le bureau d'un ministre. Vous imaginez quelqu'un qui n'a aucun niveau, un illettré qui devient ministre, qui dit à un docteur que c'est impoli de croiser les gens dans un bureau du ministre, comme si le bureau du ministre était sa propriété privée, quand c'est les citoyens qui payent pour que lui soit ministre. Bon, passé cela, Dr Randolph, avec d'autres personnes, d'autres militants à l'époque, beaucoup de gens ont souffert dans ce pays. C'est ça que la génération togolaise ne connaît pas, la nouvelle génération ne connaît pas l'histoire du Togo, parce que au Togo, pour dénoncer ce régime, c'est très dangereux. Les journalistes jusqu'aujourd'hui sont en train de couper dans les prisons, sont en train d'être menacés, sont en train d'être perquisitionnés, sont en train d'être torturés. Donc, l'histoire ne circule pas. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que le Togo, qu'est-ce que c'est que le régime de Faure Gnassingbé et quand était le régime de Gnassingbé Eyadema. Randolph, avec d'autres militants, ont commencé par écrire contre les abus du gouvernement togolais et ils distribuaient les tracts. Ce sont des écrits qu'ils faisaient pour dénoncer tous les abus, pour appeler les gens à militer pour les droits de l'homme, à défendre les droits de l'homme, et ils les faisaient des copies, ils les distribuaient. C'est sur cette base qu'il a été arrêté. Lui, bien d'autres personnes, sa sœur qui était anthropologue et professeure à l'université de Lomé,
et un autre professeur d'université également. Et mon père également avait été arrêté pour la même raison. Un autre monsieur qu'on appelait Adopté Omer, que lui, qui a été tué, torturé à mort. Quand on les a arrêtés, on les a torturés sauvagement. On les a torturés sauvagement. Omer Adopté, on lui a arraché l'œil. À d'autres, on a coupé, on les a éventrés, les intestins sont sortis. Ça, c'est ce que Yadema, le père, il a fait. Le docteur Randolph et mon père et d'autres encore, vous savez ce qu'on leur a fait? Il y avait des anciens appareils téléphoniques qui avaient une manivelle. Le gouvernement a changé ces appareils téléphoniques là par ceux qu'on utilisait, qu'on tournait les boutons, vous les connaissez, je ne sais pas comment les dire, on met le doigt et puis on tourne pour composer les numéros. Donc ils ont changé ceux des manivelles par ces nouveaux, qui sont maintenant anciens. Et ils ont mis ces anciens appareils avec leurs câbles électriques dans les gendarmeries. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils s'en servaient pour torturer les gens au fil électrique. Comme vous voyez le docteur Randolph, c'est un métis, il était clair, mais ses mains, là et là, il y a des barres noires. Ce sont les câbles électriques qui vont brûler. Ils ont mis du courant électrique sur le testicule du père des gens au point où ils pissaient du sang. Vous imaginez l'horreur, la sauvagerie. Et les gens se plaignent qu'on les incite. Mais quelqu'un qui torture les gens à ce point qu'il met du fil électrique sur les testicules de l'individu. Tout simplement parce qu'il a refusé d'être ton esclave. C'est ce que les nègres comme Yadema faisaient à d'autres noirs qui sont supposés être leurs frères en Afrique parce que les Français leur ont donné des armes pour nous terroriser et pour piller nos ressources. Le docteur Randolph, il a fait la prison. Il a été condamné à 3 ans de prison par cette juge du nom de Nana Awa. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé, le fils de Yadema, a nommé Nana Awa médiatrice nationale. Cette conne, cette sauvageuse de juge, est celle-là qu'on nous impose aujourd'hui comme médiatrice. Mais c'est elle qui est supposée réconcilier les Togolais, quoi. Depuis quand un assassin réconcilie les gens? C'est comme si on envoie un nazi pour réconcilier les Juifs et les Allemands après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est se foutre de la gueule des gens. C'est se foutre de la gueule des gens. Et vous imaginez même que le juge d'instruction, celui qui leur avait posé les questions à l'époque, quand on les avait arrêtés, qui leur reprochait les faits, c'est ce juge-là qui est l'actuel ministre de la Justice de Faure Gnassingbé. Son nom c'est Abbé Tomé. Écoutez bien, hein, si vous êtes leurs proches ou leurs parents, allez leur poser les questions. Qu'est-ce qu'ils avaient fait aux gens dans les années 80, 70 et 90? C'était des sauvages, je vous dis. Des gens qui se permettaient de tuer, d'éventrer des femmes enceintes, qui arrêtaient des femmes, qui leur mettaient le fil électrique sur les seins. Voilà ce qu'ils ont fait. Pour humilier les femmes, ils les faisaient défiler nus au camp. Voilà ce qu'ils ont fait. Alors vous pensez que les enfants de ces personnes-là que vous avez torturées comme moi, on va se taire? Mais jamais! Nous allons vous combattre parce que si nos parents n'ont pas eu peur de vous, ce n'est pas nous que allons avoir peur de vous. Nous vous avons vu torturer nos parents. Nous avons vu du sang. Quand vous êtes venus dans nos maisons pour perquisitionner nos maisons. Quand vous avez tout cassé. Quand nous passons des nuits à pleurer, ne sachant pas où dormait nos papas. Eh bien, c'est une douleur qui reste là. Elle est indélébile et la colère, je l'ai trop longtemps contenue. Je l'ai trop longtemps contenue. Vous n'allez pas continuer avec ces vieux-là. Alors si les gens pensent qu'il y a une rupture entre Faure Gnassingbé et son père, ils se trompent. Parce que ces mêmes personnes, ces mêmes sauvages qui travaillaient pour son père, sont ces mêmes sauvages qui sont au pouvoir ensemble avec nous aujourd'hui. Ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir pour continuer à séquestrer le peuple togolais. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement pauvres. Quand le Togo était indépendant, nous étions le premier pays à avoir remboursé toutes nos dettes. Aujourd'hui, nous sommes l'un des pays les plus surendettés sur la terre. Quand le Togo était indépendant, nous faisions partie des 10 pays les plus riches. Le Togo était plus riche que la Corée du Sud. Aujourd'hui, on ne peut même pas nous classer. C'est comme si le Togo est sur la planète Uranus quelque part. On n'est même pas proche du système solaire et nous sommes loin derrière. Non mais quand même, on en a marre. Ce monsieur, il est parti, il a quitté le Togo quand il a été libéré. Une fois qu'il a été libéré, qu'est-ce qui s'est passé? Là, demain, il lui envoie un autre con de vétérinaire qui l'a remplacé
pour le demander de venir soigner des chevaux qui devaient défiler au 13 janvier. Le 13 janvier, c'est la date à laquelle Adema a assassiné Stéphane Olympio, le premier président du Togo. Et depuis, c'est devenu une fête nationale qu'il appelle fête de la libération. C'est-à-dire qu'il a libéré, eux, les esclaves nègres de maison de la France, d'un nationaliste qui ne voulait que le bien du Togo et qui a été assassiné tout simplement parce qu'il voulait retirer le Togo du franc CFA. Chaque année, Adema dépensait des milliards pour célébrer le 13 janvier. C'était un défilé, des défilés en pompe des militaires, des chevaux, des femmes à qui on faisait chanter et danser pour célébrer Adema, pour dire qu'il est l'homme le plus beau, le plus gentil, le plus vénéré de la terre, que c'est un dieu, sans lui le Togo n'existerait pas. Alors le monsieur a dit que moi je ne soignerai pas les chevaux du 13 janvier parce que je ne ferai plus pour le gouvernement. Mais par amour pour les animaux, parce que je suis vétérinaire, je vais vous faire une ordonnance, puisque vous aussi vous êtes vétérinaire, je vous fais une ordonnance pour que vous puissiez choisir les médicaments qu'il faut pour soigner les chevaux. Le docteur Randolph n'est pas allé sur scène pour soigner les chevaux, mais il a quand même pris le soin de faire une ordonnance, grâce à laquelle ces chevaux ont été soignés. Mais ils ont encore arrêté le papa des gens pour ça, hein. Parce que quand tu es médecin, tu ne peux même pas refuser de soigner Adema ou bien c'est ces animaux si tu ne veux pas. C'est forcé. Au Togo, tu as la propriété de Adema. Quand ils veulent A et tu ne veux pas, tu vas en prison ou tu meurs. Après cela, le monsieur, il est parti. Il avait des problèmes de santé atroces suite aux séquelles de sa torture. Un gars qui pissait du sang, qui vomissait du sang. Il est parti en France et sa femme qui est française, il n'a plus voulu s'installer au Togo. Et depuis la fin des années 80, c'est un monsieur qui vit en France, ça fait 30 ans. Il est venu tout simplement au Bénin, ce week-end passé, pour passer le week-end au Togo avant de repartir en France pour voir sa maison. Et c'est le vendredi à la frontière qu'on le prend, on n'informe même pas les parents. Et le lundi, c'est quand ils sont venus dans sa maison pour le perquisitionner que ceux qui vivaient dans la maison, qui ne sont même pas sa famille, qui sont ce simple locataire, c'est eux qui se sont rendus compte qu'il est venu avec les militaires menottés comme un sauvage, dans un état pathétique. On ne l'a même pas laissé se toiletter. Et c'est là que ces derniers ont fermé la famille. Vous imaginez? Et les gens nous disent que le Togo change, mais le Togo ne change pas. Et les gens nous disent que Fona Simbi est différent, mais Fona Simbi est pire que son père. Parce que si son père était un illettré, lui au moins, nous, on a pris nos tasses pour l'envoyer à l'école. Il a servi à quoi? Il est inutile. Il est nul, mais en plus de ça, il est cynique. Il mettait en prison en 70 ans. Mais Fona Simbi, il faut avoir un peu honte. Il faudrait que ces sauvages répétés aient honte. Ils n'ont pas réalisé que nous, nos papas, ils sont vieux. S'ils veulent la guerre, ils s'attaquent à nous, les jeunes de 20, 30 ans, nous sommes là pour vous. Vous avez peur de nous. Faut la signer, tu as peur de nous. C'est les jeunes de 10 ans, ça qui sont ton problème. Tu vas mettre les vieux en prison, et bien là, ça ne changera rien. Parce que plus tu feras du mal aux aînés, et bien plus tu vas activer la jeunesse. Parce que si tu n'as pas, ton papa n'a pas réussi à les anéantir, ce n'est pas toi qui vas le faire. De la même manière, en 2008, ils ont tué un éminent historien togolais qui s'appelait Atuchi Akobi. Ce monsieur était brillant, compétent, intelligent, mais quand il parle, son charisme, sa culture, ça fascinait. Un monsieur très intelligent. Il est venu au Togo, malade, de l'hôpital, ils l'ont kidnappé, ils l'ont tué et ils l'ont jeté dans la mer. Après, c'est le ministre de la Sécurité qui vient communiquer à la télé que comme quoi le monsieur a décidé d'aller se promener à la plage et il s'est noyé. Comment est-ce qu'un malade, quelqu'un qui a le palu, sous ce rhum dans une clinique, va se lever à 5 h du matin pour aller se promener à la plage et voilà comme ça il se noie. Et en plus de ça, quand on fait les autopsies, on ne trouve pas une seule goutte d'eau dans ses poumons. Vous le prenez pour des cons. Nous sommes bêtes quoi. Nous sommes des imbéciles. Mais nous avons vécu dans un Togo où les gens sortent la nuit, quand ils rentrent chez eux, ce sont les militaires qui les tabassent à mort. On a vu un Togo où les gens ne sont même pas capables de prononcer le nom de Adema. Il est plus dangereux même que Voldemort dans Harry Potter. Pour ceux qui l'ont lu, c'est un diable. On nous a terrorisés. Et cette terreur, son fils veut nous l'imposer parce qu'il veut faire 30 ans au pouvoir comme son père. Mais ça, c'est jamais. Les Américains disent over our dead body and we will die if we need to. Ça, la Simbi, you're not staying for 30 years.
Get that nonsense out of your mind. It ain't gonna happen. Absolutely not. We will not let you do this to our country. Nous en avons marre de vous dans ce pays. Alors moi, j'ai dit à Fana Simbi à sa quelqu'un, vous avez 48 heures, 2 jours. Il faut sortir le papa, le grand-papa des gens de la prison. Parce que ne pensez pas que l'impunité est éternelle. Dans l'histoire de tous les pays du monde, il y a un moment où les gens se rendent compte que assez, qu'il vaut mieux mourir que de vivre à genoux. Qu'il vaut mieux mourir que de vivre terrorisé, que de vivre comme un animal. Vous nous avez dénudé de tout. On n'est pas libre et on ne mange même pas à notre faim. Dans certains pays, on a des dictateurs qui terrorisent les gens, mais eux au moins ils mangent à leur faim. On a dit que Kadhafi était dictateur, mais Kadhafi, les Libyens, on ne peut même pas comparer le Togo à la Libye, mais c'est comme si on est en train de comparer la souris à un tigre. Vous détruisez le pays, vous pillez les richesses, vous malmenez les populations, vous terrorisez les gens. Mais vous voulez quoi? Fana Simbi, tu veux quoi? Vous voulez qu'on se mette dans la rue et qu'on la clame comme on l'a fait pour ton papa? Comme les Togolais se sont alignés chaque jour pour applaudir ton papa? Chanter à démarrer, tu veux qu'on chante pour toi? Mon frère, tu as tiré à terre, mal même. Parce que ça ne va pas arriver aujourd'hui. Les Togolais qui disent Niabé fort là, ça c'est eux, hein. Parce que nous, on n'est pas pareil. Les moutons se promènent ensemble, mais on dit qu'ils n'ont pas les mêmes prix. Et moi, je m'entends te faire savoir que les Togolais se promènent peut-être ensemble, hein, mais on n'a pas la même cervelle. Il y en a qui sont nés avec la cervelle enchaînée, qui sont prêts à être esclaves. Mais certains d'entre nous, vous avez brisé les chaînes de la peur de notre tête le jour où nous avons vu torturer nos parents. Cette peur, moi, Farida, je ne l'ai pas. Parce que j'avais 3 ans quand je vous ai vu torturer mon père. Je n'ai pas peur de vous. Et la guerre, si vous la voulez, moi, je vais vous la faire. Vous allez voir comment le pouvoir de la parole d'un enfant, d'une femme, d'une fille de 25 ans, peut changer une nation. Ça, je vous le promets. Vous avez 48 heures pour libérer le papa des gens, hein. 2 jours. Si vous ne savez pas lire une montre, eh bien, allez demander à vos blancs qui sont ministres chez vous, comme les débâches, de vous enseigner à lire une montre, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que vous allez passer tous ces années là, ça prend même à lire une horloge. 48 heures. Il vous arrête 46, parce que ça fait déjà 2 heures que je vous ai demandé cela. Il vous arrête 46, Fana Simbi, il faut libérer Randolph, hein. Je ne te demande pas, ce n'est pas une supplication, c'est un ordre. Il faut libérer Randolph. C'est un avertissement. Et le dernier d'ailleurs.